Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on attaque une question que tout le monde se pose, je pense, souvent devant la télé ou le catalogue de streaming. Mais c'est quoi au juste un bon film? Ah oui, la grande question. Est-ce que c'est juste personnel, une affaire de goût? Exactement. Est-ce que c'est que ça, le feeling du moment, le petit truc qui nous accroche, ou est-ce qu'il y a autre chose, des critères un peu plus universels? C'est ça. Le fameux j'aime, j'aime pas, est-ce que ça suffit? Voilà. Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur des passages d'un texte. Définir un bon film. Goût, qualité et budget. Il y a une section FAQ dedans qui est assez éclairante. Mhm. L'objectif, c'est un peu de décortiquer ensemble ce qui joue dans notre jugement. Comment on passe de la réaction à chaud, purement émotionnelle, à une vision peut-être un peu plus complète du cinéma. Et c'est super important comme démarche, je trouve. Parce que séparer l'émotion perso, ce qui nous touche nous, et puis des aspects plus objectifs liés à comment le film est fait. C'est pas toujours facile, non? Non, pas évident du tout, mais réussir à faire cette distinction, franchement, ça change l'expérience. Ça enrichit la façon dont on regarde les films et même dont on en parle après. Tout à fait d'accord. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans cette question, comment on évalue un film, finalement? Par quoi on commence? Ben, le point de départ le plus évident, et la source le dit bien, c'est que le choix d'un film, très souvent, ça dépend de l'humeur, de ce qu'on cherche à l'instant T. Ah oui, clairement. On l'a tous vécu, hein. Ce soir, j'ai besoin de rire, mais demain, peut-être que je chercherai le grand frisson, ou alors un truc plus cérébral, ou juste m'évader. C'est très personnel, ça. C'est vraiment la porte d'entrée. Oui, Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout le marketing autour des films joue là-dessus, non? Les bandes annonces, les affiches. c'est clair. Tout est fait pour capter une envie précise. La peur, la comédie, l'action, l'émotion. On te vend pas juste un film, on te vend une promesse d'expérience. C'est tellement vrai. Et si on regarde ce qui sort, ça se confirme. Par exemple, euh, si on veut avoir peur, un film comme Évanoui de Zach Cregger, avec son ambiance d'horreur psy, de mystère, Mhm. ça va parler à une certaine envie. Mais si on est plutôt d'humeur légère, nostalgique, Alors là, l'annonce d'un Freaky Friday 2 avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan qui reviennent. exactement, ça touche une autre corde. Ou alors, pour un public encore différent, un documentaire comme BTS Army, Forever We Are Young. Ah oui, très ciblé K-pop. Là, c'est l'immersion dans un univers pour les fans. Chaque film a son public cible, basé sur ses attentes très subjectives. Donc le premier réflexe, regarder la bande-annonce, lire le pitch pour voir si ça colle à notre mood du moment. Ça reste la base. Oui, c'est le premier filtre. Mais là, on est vraiment dans le ressenti pur. Le est-ce que ça me tente, là, maintenant? Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant d'aller plus loin, comme le suggèrent nos sources. Il faut introduire une distinction importante. Celle entre ce goût personnel, cette réaction à chaud, et ce qu'on pourrait appeler la qualité objective du film. D'accord. Goût perso versus qualité objective. C'est une nuance essentielle pour dépasser le simple j'aime pas. Séparer les deux, c'est un peu comme faire la différence entre l'émotion brute et l'analyse technique. Ça demande un effort, j'imagine. C'est pas forcément naturel. Non, c'est pas notre première réaction. La première réaction, c'est souvent viscérale. J'ai adoré ou j'ai détesté. Ça, c'est le goût personnel. Hmm. C'est l'émotion, le plaisir, l'attachement à un acteur, une ambiance, un souvenir. C'est super important, c'est ce qui nous connecte au film, mais ça dit pas toute sa valeur, intrinsèque, disons. D'accord. L'exemple donné dans le texte est parlant. On peut adorer un film comme Harley Davidson et l'Homo Santiago. Ah oui, je vois le genre. Voilà. Peut-être que ça rappelle la jeunesse, que le duo Mickey Rourke-Don Johnson est sympa, que c'est juste divertissant sans prise de tête. C'est un plaisir valable. Mais, objectivement, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre. C'est ça. Même en l'adorant, on peut reconnaître que, bon, le scénario est peut-être pas hyper solide, la mise en scène pas révolutionnaire. Objectivement, c'est pas le parrain, quoi. Je vois. Et à l'inverse, on peut être face à un film comme No Country for Old Men des frères Cohen. Mais- On peut voir la maîtrise technique, la force du propos, le jeu incroyable de Javier Bardem, mais ne pas aimer le film. Exactement. Peut-être que l'ambiance est trop pesante, la violence trop dure. Le fait de ne pas aimer personnellement n'enlève rien à la reconnaissance de sa qualité objective. Ok, donc cette qualité objective, elle repose sur quoi alors? Eh bien, sur des critères plus techniques, plus liés au savoir-faire cinématographique. Est-ce que le scénario est bien construit? Oui, La narration solide? Les personnages bien écrits? Les dialogues pertinents? la cohérence de l'histoire, tout ça? Voilà. Ensuite, la réalisation.
La mise en scène, le choix des plans, le rythme, comment l'espace et le temps sont utilisés pour raconter quelque chose, pour créer une atmosphère. Mhm. Il y a aussi toute la direction artistique, les décors, les costumes, la lumière. Est-ce que c'est juste joli ou est-ce que ça sert le propos, l'ambiance? L'esthétique générale. Oui. Et bien sûr, la performance des acteurs. Est-ce qu'ils sont crédibles, justes dans leur rôle? Et enfin, la bande-son, la musique, le sound design. Est-ce que ça accompagne bien l'image, l'émotion? D'accord, c'est un ensemble de choses. C'est ça. Un film est considéré de qualité quand il y a une maîtrise visible de ces différents outils, une cohérence, une intention artistique claire. Donc pour revenir à No Country for Old Them, sa réputation vient de là. Un scénario hyper tendu, une réalisation qui utilise le silence, les paysages, pour créer une angoisse maximale, Bardem qui est juste glaçant. Tout à fait. L'ensemble est cohérent, puissant, on sent la maîtrise. Même si, personnellement, ça peut être une expérience difficile, la qualité est là. Et pour Harley Davidson, bon, on l'apprécie pour son côté sympa, un peu cool, mais c'est plus dur de défendre la finesse de l'écriture ou l'originalité de la mise en scène. Voilà, le plaisir est là, on ne le nie pas, mais la qualité, au sens technique, artistique, est moins. Je vois, évidente. c'est intéressant de le voir comme ça. Ça voudrait dire que devenir un cinéphile averti, comme dit la source, c'est savoir faire la part des choses. C'est exactement ça, c'est pouvoir jongler entre ces niveaux. Pouvoir dire, bon, ok, techniquement c'est pas fou, mais moi ça m'a vraiment parlé. Ou à l'inverse, impressionnant techniquement, mais ça m'a laissé de marbre. C'est sortir du jugement à l'emporte-pièce, du génial contre nul. C'est analyser pourquoi on a aimé ou pas, en séparant ce qui vient de nous, de notre sensibilité, et ce qui vient du film lui-même, de sa fabrication. Et ça rend les discussions plus intéressantes, j'imagine. Ah, mais carrément. Au lieu de camper sur ses positions, on peut échanger sur ce qui nous a touchés personnellement, tout en reconnaissant ou en questionnant les choix techniques et artistiques. Ça ouvre le dialogue. Oui, ça évite les blocages. On a tous eu ces débats enflammés où on se comprend pas. Parce qu'on mélange tout sans s'en rendre compte. C'est ça. Prendre conscience de cette distinction goût-qualité, c'est vraiment un outil précieux pour mieux apprécier et discuter. Très clair. Mais il y a un troisième élément mentionné dans nos sources, un facteur de tolérance lié notamment au budget du film. Mhm. L'idée, c'est qu'on ne peut pas juger de la même manière un blockbuster à 200 millions et un petit film indépendant fait avec presque rien. C'est exactement ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'un film fauché a toutes les excuses, hein. Mais il faut ajuster nos attentes et nos critères en fonction des moyens. D'accord. Pour un blockbuster, avec des ressources énormes, équipes, effets spéciaux, acteurs stars, on est en droit d'attendre un certain niveau de finition. Un scénario qui tient la route, des effets visuels réussis, un montage propre. Logique. Si c'est pas le cas, les défauts sont plus difficiles à pardonner. On se dit qu'avec tout cet argent, ils auraient pu mieux faire. C'est l'analogie du respetto étoilé qui rate sa cuisson, c'est ça? Exactement. Ça passe moins bien. Pour un film à gros budget, une grosse erreur technique ou narrative, ça peut sembler être un manque de sérieux, presque un manque de respect pour l'investissement et pour le public. Alors qu'à l'inverse, un film indépendant tourné avec 3 francs 6 sous. Là, les contraintes sont le point de départ. Et c'est là que la créativité peut faire des merveilles. On sera peut-être plus indulgent sur une image moins parfaite, un son un peu brut. Si le film compense ailleurs. Voilà. Si en échange, il nous offre une histoire originale, des acteurs incroyables qui portent tout sur leurs épaules, une mise en scène super maligne qui contourne les problèmes d'argent, une émotion brute, L'ingéniosité devient une qualité en soi. précisément. On va admirer la performance malgré les contraintes, ou même, parfois, grâce à elle. Comment ça, grâce à elle? L'exemple type, c'est le projet Blair Witch. Ah oui. Techniquement, c'est moche. Caméra qui bouge tout le temps, images granuleuses, son approximatif. Dans un autre film, ce seraient des défauts rédhibitoires. C'est sûr. Mais là, ces limites sont devenues la force du film. C'est devenu un choix esthétique radical. Ça a créé l'immersion, le réalisme et donc la peur. L'intelligence a été de transformer les contraintes budgétaires en signature. On ne pardonne pas les défauts, on admire comment ils ont été utilisés. Je vois. Donc, cette tolérance liée au budget, c'est pas du laxisme. C'est adapter notre regard, on attend toujours de la qualité, mais on l'évalue différemment. C'est ça. Un film indépendant peut être génial s'il utilise ses moyens limités de manière intelligente pour raconter quelque chose de fort. Tout à fait. L'argent ne fait pas tout, loin de là. C'est la vision, la créativité dans l'utilisation des ressources, qu'elles soient énormes ou minuscules, qui fait la différence. On peut avoir des blockbusters magnifiques et des films indéribés ratés, et inversement.
Le budget, c'est le contexte, pas une excuse ni une garantie de succès. Exactement. Bon, alors, si on essaie de récapituler tout ça, pour évaluer un film de façon un peu plus complète, il faudrait tenir compte de 3 choses. Oui. Premièrement, notre goût personnel. Ce qu'on ressent, le plaisir qu'on prend, notre connexion intime. Indispensable. Deuxièmement, la qualité objective. La maîtrise technique, artistique, le savoir-faire visible dans le film, scénario, réal, acteur, etc. Le côté artisanal, oui. Et troisièmement, une sorte de mise en contexte, notamment via cette tolérance liée aux moyens, comme le budget, pour évaluer la performance par rapport aux conditions de production. C'est une très bonne synthèse. Et je pense vraiment que la maturité, ou en tout cas le plaisir d'être cinéphile, ça réside beaucoup dans la capacité à naviguer entre ces 3 niveaux. Accepter la complexité, en somme. Oui, Ouais. accepter qu'un film techniquement irréprochable puisse nous laisser froid, ou qu'un film plein de défauts puisse nous bouleverser pour des raisons personnelles, ou nous impressionner par son intelligence face aux difficultés. C'est cette richesse de nuances qui rend le cinéma passionnant. Et les discussions aussi. Et les discussions potentiellement infinies, oui. Et au fond, ce qui me vient comme pensée finale, c'est que comprendre tout ça, goût, qualité, contexte, c'est pas juste pour se la raconter ou pour affiner son propre jugement dans son coin. Non, c'est plus que ça. C'est surtout un outil génial pour enrichir les conversations qu'on a sur les films. Quand on partage un film avec d'autres, pouvoir aller au-delà du « j'ai aimé, j'ai pas aimé », pour explorer ensemble pourquoi, en mêlant le ressenti de chacun, l'analyse de la forme, la prise en compte du contexte. Ouais. Ça change la donne, non? Ça peut transformer chaque débrief de film en une petite aventure collective. Absolument. Ça apprend aussi à écouter le point de vue de l'autre différemment, à comprendre pourquoi il ou elle a ressenti les choses ainsi, même si c'est à l'opposé de nous. C'est une belle invitation à l'échange constructif. Une bonne piste à garder en tête pour nos prochaines soirées ciné ou nos discussions passionnées. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.